en croisant les regards de direction de bibliothèques universitaires et des bibliothèques de lecture publique. Les échanges auront lieu autour de 3 grandes thématiques. D'abord, les modalités de mise en place du télétravail et les points de vigilance à observer. Ensuite, les compétences développées ou à développer. Et enfin, les perspectives d'évolution. Participeront à ces échanges et interviendront dans cet ordre Caroline Lafont, directrice de la direction de la documentation de l'Université de Bordeaux. Bonjour Caroline Lafont. Johan Berti, directeur du service de la documentation d'Aix-Marseille Université. Bonjour Johan Berti. Et Christophe Thorezan, directeur de la BDP, de la bibliothèque départementale du Puy-de-Dôme. Bonjour Christophe Thorezan. Je vous rappelle à chacun intervenant que vous avez la main sur la projection de votre support. Cette table ronde, initialement prévue au format table ronde, s'adapte au contexte de la visio. Donc, il y aura un tout petit peu plus de linéarité et un peu moins de rebond que ce qu'on avait imaginé au départ. Ce qui veut dire qu'il y aura d'abord 3 interventions successives d'une quinzaine de minutes et ensuite des échanges un peu plus rythmés autour des compétences et des perspectives d'évolution. J'invite nos intervenants à respecter le timing puisque ce format ne permet pas vraiment de vous interrompre élégamment. Donc, merci à vous de respecter le timing. Caroline Lafont, si vous êtes prête, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je compte quand même sur les maîtres du temps hein, parce que je ne suis pas sûre de respecter totalement la consigne. Est-ce qu'on peut t'interrompre de manière inélégante, Caroline? Tout à fait. Il n'en sera pas tenu rigueur, donc allez-y, n'hésitez pas. Je vais partager mon écran, même si ce n'est pas très, très convivial d'entrée de jeu. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez en plein écran. Si parfait, c'est parfait, Caroline. Voilà. Donc, alors, très, très modestement, hein, moi, je ne ferai que retransmettre notre sentiment, je pense, partagé par l'équipe de direction au sein de la direction de la documentation de l'Université de Bordeaux. Par rapport à tout ce qui a pu être dit tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des choses à la fois très opérationnelles et très factuelles. Hein. Donc, je ne sais pas si vous allez retrouver des éléments forcément qui ont été déjà évoqués, mais peut-être sous un angle un petit peu plus, je dirais, pragmatique. Et je m'en excuse d'entrée de jeu parce qu'effectivement, parfois, ça peut confiner à des détails qui, pour certains, paraîtront complètement superflus. Alors, non, Caroline, au contraire, c'est extrêmement intéressant hein, parce que ça va compléter ce qui a été fait avant. Là, on passe dans une réalité. Hein. Voilà. Donc, peut-être d'entrée de jeu, là, pour les collègues qui ne connaîtraient pas bien le paysage documentaire bordelais, très rapidement, hein, je rappelle que la direction de la documentation, c'est un peu plus de 150 agents, 40 moniteurs étudiants, un réseau multisite avec 7 campus et 15 bibliothèques universitaires de taille très, très variable. Hein. Il y a des gros équipements et puis des équipements beaucoup plus petits. Des ouvertures en général de 8h30 à 19h en semaine, 2 grosses bibliothèques ouvertes plus de 70 heures par semaine, en soirée jusqu'à 22h, les samedis inclus en journée continue et des dimanches dans l'année pendant notamment les périodes de révision. À peu près 4000 places assises proposées aux utilisateurs et puis une offre de services harmonisée et de plus en plus harmonisée compte tenu du fait qu'on essaye justement de rendre un service, je dirais, assez homogène et inventif dans toutes les bibliothèques de notre réseau. Alors, j'en viens, c'est là où je vous disais, je rentre peut-être dans le détail, mais ça n'est pas l'objet du propos de lire toutes les lignes de ce tableau. Hein. C'est simplement que ce que je voulais mettre en évidence, c'est le fait que nous avons traversé les uns et les autres des périodes un peu distinctes hein, dans l'organisation du travail et dans le mode de fonctionnement des bibliothèques universitaires. Bien évidemment, il en a été surtout question dans la restitution des ateliers avec cette première période de confinement qui a été quand même un vrai séisme
dans nos modalités de fonctionnement, hein, avec un travail, alors moi que j'ai toujours appelé travail à distance et pas du tout télétravail, parce que comme ça a été dit, c'était un travail à distance imposé en quelque sorte, hein, par les circonstances et dans l'intérêt bien évidemment de notre sécurité sanitaire à tous. Et puis il y a eu une phase après la fin de ce premier confinement, entre le mois de mai et le mois de septembre, où progressivement les agents ont pu revenir sur les campus, hein, alors souvent par roulement, notamment pour mettre en œuvre des services nouveaux, hein, comme les click et collect par exemple. Néanmoins, les bibliothèques restaient fermées en tant que bibliothèques d'accueil du public, hein. Et à partir du 31 août, pour ce qui est de l'Université de Bordeaux, nous sommes revenus à un régime beaucoup plus normal avec l'ouverture de l'ensemble des 15 BU, accueil sur site, donc des étudiants qui revenaient en cours comme ils revenaient à la BU. Donc on a eu cette période, non pas d'euphorie, mais en tout cas de presque retour à la normale, hein, puisqu'on avait instauré des mesures de distanciation dans les bibliothèques, qu'on avait fermé des salles de travail en groupe et les espaces conviviaux, mais que néanmoins, je dirais, l'accès était libre pour pouvoir venir étudier et rencontrer les autres étudiants dans les bibliothèques universitaires. La donne a un petit peu changé à partir du deuxième confinement, à partir de novembre en fait, où là, bien évidemment, nous sommes restés ouverts, mais où nous avons instauré ce système de réservation de places de travail qui introduisait une autre spécificité dans nos modes de fonctionnement habituels, hein, puisque on est quand même avec le regret de voir ces bibliothèques cantonnées dans, je dirais, un accueil parcellaire des étudiants, avec des jauges réduites de moitié, voire parfois en fonction de la configuration des lieux, d'un peu plus de la moitié des places de travail proposées habituellement. Et puis cette contrainte qui est quand même assez prégnante pour les utilisateurs de devoir réserver au préalable sa place, hein, même si maintenant on a instauré un système de réservation quasi immédiate, c'est-à-dire qu'on peut se présenter à la bibliothèque et avoir une place immédiatement, donc ça lève un peu ce type de difficulté. Donc voilà, je ne m'étends pas davantage, donc toutes les activités classiques de notre offre de services ont été impactées par ces différentes phases, avec des évolutions dans les modalités d'organisation, bien évidemment. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, pour ce qui est véritablement du contexte de travail à distance à la direction de la documentation de l'Université de Bordeaux, je dirais que la réflexion a été engagée depuis déjà un certain temps. D'abord parce que l'établissement avait souhaité déployer le télétravail de droit commun à partir de 2018 dans le cadre d'une phase expérimentale, hein. Il y avait 4 structures pilotes qui avaient été retenues pour justement tester le télétravail de droit commun. C'était des structures pilotes qui avaient été choisies en fonction de leurs particularités et de leur représentativité, hein. Il y avait un laboratoire de recherche, une composante de formation, l'INSPE, hein, un peu à part entière au sein des universités, et puis un service administratif central, c'était la direction des services comptables, avec des activités fortement télétravaillables. Voilà. Et donc, sur la base de cette expérimentation de 2018, l'université a enclenché le déploiement du télétravail de droit commun à partir de la rentrée de septembre 2019. Et très rapidement, dans le cadre notamment du dialogue par rapport au plan de gestion des emplois et au dialogue stratégique de l'année 2019-2020, en fait, la question a été assez naturellement posée au DGS et plus largement à la gouvernance de l'université pour pouvoir réfléchir de manière, je dirais, à la fois posée et avec une perspective au long cours sur les conditions de mise en place du télétravail de droit commun pour les personnes qui travaillent sur les métiers de la documentation à l'université. C'est à cette occasion-là que j'ai proposé la mise en place d'un groupe de travail. Ça a été accepté par le directeur général des services. L'idée, c'était de mettre en place un groupe de travail multicatégoriel
représentatif de l'ensemble des métiers ou des activités de la direction de la documentation et représentatif aussi des différents sites. J'évoquais tout à l'heure le fait que nous avons effectivement des gros équipements et puis des bibliothèques de taille tout à fait plus modeste. Donc, ce groupe de travail s'est finalement mis en place en novembre-décembre 2020. Il y a eu 4 séances de travail qui ont permis d'arriver à des points de consensus entre les personnes représentées. Ce que je voudrais dire par là, c'est que le souci était vraiment d'impliquer d'entrée de jeu l'ensemble des personnels. C'est pour ça que la spécificité intercatégorielle du GT était importante. Ça a été dit dans la restitution des ateliers et notamment dans la qualification, je dirais, des participants aux ateliers. Les catégories A et B se sont saisies facilement de cette question du télétravail. Alors, facilement, c'est un mot peut-être un peu rapide, mais en tout cas, se sont sentis très vite concernés par ces problématiques de télétravail. Les catégories C, beaucoup moins. Et notre souci au sein de l'équipe de direction, c'est de ne pas faire d'exclusion en la matière et donc de poser comme un sujet à part entière pour les catégories C cette question du télétravail. Donc, depuis mars 2020, nous sommes dans comme beaucoup d'établissements, je pense, nous sommes dans une espèce de régime dérogatoire d'application du travail à distance pour tous les agents, notamment parce que la crise sanitaire perdure, tout simplement. Si je fais un peu l'historique des différentes étapes de ce travail à distance, de mars à juin, donc lors du premier confinement, le travail à distance ou les autorisations spéciales d'absence représentaient les 2 modalités possibles d'exercice de l'activité. Sachant que pour la direction de la documentation, vous voyez qu'au 15 avril, donc juste un mois après le début du confinement, on était quand même déjà à 73% de télétravailleurs déclarés et donc le reste des personnels était en ASA. Et vous voyez la forte prédominance au sein des personnels en ASA, des personnels de catégorie C. Donc ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à cette problématique catégorielle. À partir du 2 juin, donc le retour sur site a été généralisé, sauf évidemment pour les personnes vulnérables qui sont suivies par le service santé au travail. Et à partir de novembre 2020, et nous sommes toujours sous ce régime dérogatoire, nous venons par roulement sur site pour permettre la continuité de service et l'ouverture des bibliothèques universitaires, 2 jours sur site et 3 jours en télétravail. On a ouvert quand même la possibilité pour les agents de venir un 3e jour sur site parce que certains en ont fait la demande. Ça correspondait alors non seulement à un besoin, j'imagine, de retrouver le collectif dont on a largement déjà parlé tout à l'heure, mais aussi c'est tout à leur honneur et ça prouve combien la conscience professionnelle des uns et des autres est puissante dans ces moments-là, la volonté de non seulement être présent pour de l'accueil du public, mais aussi pour continuer les activités de travail interne qui ne doivent pas s'arrêter, la réception des commandes, la préparation des clics et collectes, etc. etc. Donc là, il y a eu un aménagement qui était vraiment en lien avec une demande et il n'y a pas de contrainte à revenir 3 jours sur site, c'est simplement en accord avec le N+1 que l'agent se détermine. Alors, je reviens un petit peu sur le groupe de travail parce que c'est quand même quelque chose qui nous a occupés depuis grosso modo la rentrée de septembre et qui nous a paru comme une évidence dans la mesure où on a envisagé ça comme une consultation avec plusieurs objectifs. D'abord, comme je le disais, pour envisager la possibilité de l'exercice du télétravail pour chaque agent, alors bien sûr éligible, il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y a des activités non télétravaillables, mais en tout cas de se placer d'ores et déjà dans la possibilité d'envisager cette perspective pour tous les agents, quelle que soit leur catégorie. Sécuriser aussi la prise de décision des N+1, c'est-à-dire tendre vers une forme d'objectivation en fait, du processus
je dirais, d'échange entre N+1 et agents. Souvent, et moi c'est ce que j'ai un peu regretté, c'est que le télétravail est présenté comme quelque chose comme un choix individuel, hein. Et il faut arriver à le contrebalancer avec, je dirais, des préoccupations collectives. Donc, il faut aussi que dans le face-à-face entre le N+1 et l'agent, tant le N+1 que l'agent aient à l'esprit qu'effectivement, c'est un paramètre d'organisation du travail au sein d'une équipe, mais c'est un paramètre qui a des conséquences et des impacts non négligeables sur l'organisation de l'ensemble de l'équipe et de l'ensemble du service, hein, et bien évidemment sur les missions qui sont à rendre aux usagers. Donc, il y avait, je pense aussi, de la part des N+1, un besoin de cadrage et de sécurisation de ce point de vue-là. Ensuite, bon, évidemment, vu la taille du service, hein, c'était aussi la volonté de réguler au maximum l'organisation du travail, hein, notamment ce mode de présence ou d'alternance présence-distance, hein, parce qu'on voit bien que là est le nœud du problème aujourd'hui, hein, c'est arriver à concilier des équipes qui sont en présentiel avec des équipes qui sont en distanciel. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, transformer vraiment ces aspirations individuelles tout à fait légitimes en une vraie aventure collective et si possible pérenne. Et l'intérêt du GT télétravail, c'était de pouvoir poser les choses, prendre le temps de la réflexion. Et bon, malheureusement, l'épidémie perdurant, on a eu ce temps-là et moi, je m'en réjouis. Ne rien faire dans la précipitation qui après nécessiterait un détricotage et du coup une forme d'incompréhension pour toutes les équipes, pour tous les agents, hein. Donc essayer de poser un cadre qui soit le plus collectif possible et le plus pérenne possible. Donc travailler dans la durée. Alors, on a, au-delà de ce GT, bien évidemment, fortement impliqué les N+1 par rapport à cette problématique de cadrage du télétravail de droit commun. Et puis, on s'est livré aussi à un peu de benchmark, parce que ça ne nuit jamais, de toute façon. Donc là, je remercie notamment les équipes d'Aix-Marseille et Johan en particulier, hein, puisqu'on a échangé sur le sujet et notamment aussi avec mes collègues de Strasbourg et de Grenoble. L'idée, c'était de non pas se comparer, mais tout au moins de voir un peu ce qui était pratiqué dans des établissements de taille comparable. Et ça nous a permis de dégager un certain nombre de résultats. Donc, on a pu effectivement voir émerger un consensus assez rapidement sur les activités télétravaillables. Et quand je dis les activités, c'est même parfois les tâches télétravaillables. Alors, pour ce faire, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer en fait sur une cartographie des activités que nous avions élaborées en 2017, que nous mettons à jour tous les ans dans le cadre de la mise à jour des fiches de poste des agents. Donc, il ne s'agissait là donc que de clairement identifier ce qui relevait du télétravaillable totalement, du télétravaillable partiellement ou du non télétravaillable dans tous les cas. Voilà. Donc, je dirais que là, c'était un des points qui était soulevé dans un des ateliers, je crois, hein, essayer de préciser la nature des activités télétravaillables. En ce qui nous concerne, les choses sont à peu près cadrées. L'impact de tout ça, bien évidemment, de cette réflexion, c'est aussi de réfléchir à la construction de l'organisation de l'accueil des publics. Ça nous a amené à réfléchir à la façon dont justement on envisageait le travail posté en banque de prêt, la manière dont on prépare je dirais, ces interactions avec les usagers sur place et à distance. Donc c'est toute une réflexion autour de l'accueil du public en distanciel et en présentiel. Et du coup aussi une réflexion sur l'organisation de la journée de travail d'un agent et donc sur la construction des emplois du temps individuels. Donc on voit que ça va très très loin, si on tire le fil, ça va très très loin par rapport à la question de départ, est-ce que je pose une demande de télétravail? Ça va bien au-delà. Donc, nous sommes arrivés à produire une note de cadrage interne du télétravail de droit commun en conformité avec la charte télétravail de l'université, hein, puisque l'université a effectivement élaboré ce type
ce type de charte hein, qui permet quand même là aussi de sécuriser le processus. Et donc, pour une mise en œuvre de ce télétravail de droit commun à partir de septembre 2021, sachant que, je le précise quand même, nous avons déjà quelques agents en télétravail de droit commun, puisqu'ils ont pu émarger à la première campagne de 2019, principalement des agents qui sont, je dirais, sur des fonctions administratives, hein, au sein du service administratif et financier qui vient en appui au sein de la direction de la documentation des autres services. Voilà pour l'organisation et la réflexion autour du télétravail à la direction de la documentation. Alors, là, j'ai l'impression de me dédouaner de la réponse, hein, ce n'est pas du tout l'idée. C'est un petit hommage à l'explorateur Mike Horn, alors pour ceux qui le connaissent, hein, qui adore grimper les glaciers, mais parfois il y a des mésaventures, hein, le glacier peut se retourner, hein, l'iceberg n'est pas une surface très stable. Et donc, je pense que la question du télétravail, en fait, voilà, il y a la partie émergée que l'on est en train de disséquer, mais il y a tout ce qu'on n'a pas encore vu et qui, à mon sens, est énorme. Hein, j'ai évoqué quelques pistes tout à l'heure. Et tout le danger est justement, en travaillant sur la partie émergée, de faire progressivement basculer tout ce qui est immergé. Et donc, la notion de sécurisation, là, intervient bien évidemment. Il y a des choses, ce qu'on peut dire par rapport à ça, je pense qu'il y a des choses qui relèvent du plan individuel ou collectif. Hein. Il y a des éléments, en fait, qui sont à prendre en compte en termes d'impact d'un point de vue individuel et d'autres qui relèvent plus du collectif. Je pense que, par exemple, les impacts individuels sur ce champ-là, c'est sans doute pour les agents comme pour les encadrants, la capacité à véritablement organiser son travail. C'est quelque chose alors qu'on faisait déjà, hein. Je ne sais pas si on le faisait bien ou mal, mais en tout cas, on le faisait déjà. Là, il faudra sans doute se doter d'outils, de moyens de le faire encore mieux. Quelque part, la liberté que procure le télétravail est compensée, je dirais, par sans doute la lourdeur ou les contraintes supplémentaires que pose cette formalisation des processus, des workflows, etc., sur lesquels on a sans doute encore beaucoup à travailler. Non seulement parce que bon, il y a la question évidemment de l'activité, hein, ça c'est primordial, mais aussi parce que il faut absolument qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que à la fois le travail individuel puisse continuer à être valorisé, mais que le terme de capitalisation a été introduit tout à l'heure, hein, on arrive à capitaliser, à ajouter, à additionner ces investissements individuels et à en faire vraiment des œuvres collectives, hein, si je puis dire, de manière à ce que l'image qu'on renvoie non seulement à nos tutelles, évidemment, mais aussi, bien évidemment, et d'abord aux utilisateurs, elle soit toujours très positive. On ne peut pas se contenter de rester dans la gestion d'équipes mixtes avec une équipe qui serait en télétravail, l'autre équipe qui serait à distance. Il faudrait quasiment qu'on arrive à quelque chose de très fluide avec des personnes qui sont à la fois en capacité de travailler sur place et en capacité de travailler à distance sans qu'il y ait de rupture, sans que l'utilisateur qui est en face de nous sente la rupture. Donc ça c'est un vrai défi en soi. Pour moi, c'est le plus gros sujet non pas d'inquiétude, mais en tout cas de préoccupation là, pour les semaines et les mois à venir. Préserver ce collectif, continuer à s'efforcer de travailler ensemble. Et ça n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Madame Lafont, je vais vous demander d'aller très vite sur la fin, puisque vous avez dépassé votre temps de parole. Très bien. Merci. Voilà. Je vais très vite à la dernière diapo, si j'arrive à faire défiler.
Voilà. Les points de vigilance, à mon sens, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres, hein, c'est d'abord que chaque agent ait un degré de connaissance du dispositif du télétravail. Alors, le télétravail, hein, c'est encadré par des textes réglementaires. Il y a des droits et des devoirs. Non seulement il faut maîtriser effectivement ce cadre-là au plan national et son application dans l'établissement dans lequel on exerce, et aussi à l'échelle du service documentaire qui est le nôtre. L'autre point de vigilance peut-être, c'est la nécessité, là on parlait des agents, mais la nécessité notamment pour les N+1 d'être en capacité d'anticiper les conséquences sur l'organisation du travail, hein, le qui fait quoi à redimensionner, à actualiser si nécessaire, l'évaluation préalable de la charte de la charge de travail du télétravailleur et de ses collègues, hein. L'idée, c'est pas de faire en sorte que quand on est en distanciel, on fasse strictement la même chose que quand on est en présentiel, comme on le faisait avant en présentiel. Donc là, le moment de l'entretien professionnel, pour nous, va être capital. C'est une remise à plat aussi des activités et de la manière dont elles sont conduites par les agents, pour essayer de voir en termes de charge de travail ce que ça représente réellement, et notamment si la quantité de temps de travail accordé a bien été évaluée, hein, parce que c'est ça l'enjeu aussi. Peut-être le développement davantage de travail en partenariat ou en binôme, hein, sur des fonctions pour pouvoir se relayer, hein. Je parlais d'équipes assez polyvalentes, distancielles, présentielles. La maîtrise des procédures internes et notamment, je rappelais l'importance de leur formalisation et la capacité à les faire évoluer, notamment par le biais d'une dématérialisation. L'existence d'outils, d'espaces et de pratiques de travail collaboratifs. Alors déjà, effectivement, il faut qu'ils existent, hein, ces outils, qu'ils soient utilisés. Et plus généralement, c'est la maîtrise globale de l'environnement numérique de travail, hein. Et là, on a vu apparaître je dirais des défaillances ou des dysfonctionnements, les agents ne maîtrisant pas toujours l'environnement de travail qu'ils utilisent pourtant depuis leur prise de poste, hein. Donc là, ça a pointé du doigt un certain nombre de manques qui sont sans doute à combler par le biais de formations diverses, et ça a été souligné déjà tout à l'heure. L'optimisation des modalités d'échange à distance, hein, alors là, je dirais à la faveur bien évidemment de la poursuite des événements, ça peut être et en fonction des aspirations des N+1 et des agents, ça peut être des points bilatéraux très réguliers, ça peut être des GT plus fréquents, ça peut être bien évidemment des formes d'obligation d'agenda partagé aussi, parce que c'est bien de pouvoir savoir qui est disponible et qui ne l'est pas, hein, et qui ne pourra pas répondre dans l'heure à la question posée. Il y a un point central sur lequel moi j'aimerais bien pouvoir travailler plus longuement, c'est vraiment pouvoir porter à la connaissance de tous la nouvelle organisation du travail à l'échelle du service et à l'échelle de l'établissement aussi, parce que ça ne peut pas rester quelque chose de confidentiel. C'est encore une fois pas un accord simplement entre un N+1 et l'agent, c'est vraiment quelque chose dont il doit être fait une large publicité pour que les sollicitations arrivent au bon endroit et à point nommé. Et puis, je terminerai par là, parce que pour moi, c'est le plus important, et la journée d'aujourd'hui en fait partie, c'est aussi se sensibiliser et se former au télétravail, tant pour les agents que pour les N+1. Pardon, j'ai été très, très rapide sur la fin, mais voilà. Merci beaucoup. La parole est à Joanne Berty. Joanne. Bonjour, vous me confirmez que vous voyez bien mon diaporama? On confirme. Bon, super. Joanne et Anne, vous pouvez mettre en plein écran, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, je branche mon chrono pour les 10 minutes, voilà, mais n'hésitez pas à m'interrompre inélégamment si nécessaire. Alors,
D'abord, une petite présentation du contexte à Aix-Marseille Université. Vous voyez la chronologie. Le petit point bleu, c'est en fait une expérimentation télétravail à toute petite échelle qui va furieusement rappeler celle qui a été décrite par Caroline à AMU. Le point jaune, c'est en fait le déploiement généralisé du télétravail à AMU en novembre 2020. Et évidemment, entre les deux et pendant les deux, à partir du mois de mars 2020, la crise sanitaire et le travail à distance, ce qu'on a pris tous l'habitude d'appeler joliment le démerdentiel, bien sûr. Et du coup, voilà, moi aussi, comme l'a fait Yves Moret et comme l'a fait Caroline, je distinguerai très nettement télétravail et travail à distance. Alors, quelques mots d'abord sur l'expérimentation télétravail donc, qui a été conduite de septembre 2019 à octobre 2020. Un appel à candidature donc, avait été lancé par l'université. Seules 4 structures seraient retenues et le SCD avait souhaité, dans une démarche volontariste, candidater et il a été retenu. Alors cette expérimentation, vous le voyez, elle était vraiment très restrictive hein, sur le nombre d'agents, 1% de la population BIATS de l'université, 11 agents pour le SCD, donc sur 38 agents télétravailleurs AMU au total, et restrictive aussi sur les modalités, c'était un jour fixe déterminé à l'avance par semaine, entre le lundi, le mardi et le jeudi. Voilà, toujours est-il que cette expérimentation, elle a quand même permis à l'établissement de se doter de premiers outils, de premières procédures et d'une première méthode organisationnelle. Le nouveau président d'AMU qui est arrivé en janvier 2020, le pauvre 2 mois avant que la crise sanitaire explose totalement, il l'avait annoncé dans son programme, hein, mais il est probable que la crise pandémique a accéléré le processus. À compter de novembre 2020, donc, il a souhaité généraliser le télétravail au sein d'AMU. Donc là, évidemment, les conditions se sont beaucoup élargies et assouplies. Les agents BIATS peuvent télétravailler de 0,5 jours à 2 jours par semaine au maximum, tous les jours sauf le mercredi, et ils peuvent aussi choisir des forfaits soit en jour fixe, soit en jour flottant, soit un mélange de fixe et de flottant. Donc vous pouvez voir qu'au 5 février, donc c'est déjà plus à jour, mais voilà, 25% des agents du SCD émargés dans le dispositif, 21% des agents BIATS d'AMU. Donc pour le coup, là on est dans une évolution et une transformation profonde sur laquelle on n'a encore que peu de recul puisqu'elle est très récente et que par ailleurs elle se télescope avec la crise sanitaire puisqu'évidemment du coup, depuis le mois de mars, comme partout ailleurs, le travail à distance dans le cadre de la crise sanitaire, il est encore un peu plus corser la donne. Voilà, grosso modo, effectivement, on peut distinguer 2 phases hein, qui sont proches, même très proches de celle qu'a décrite Caroline et que décrirait sans doute n'importe quel autre directeur de BU en France. Première phase avant l'été, où être en présentiel sur site, c'était au fond l'exception. Et donc ça se faisait par dérogation et où l'établissement avait fait un distinguo voilà, entre le télétravail intensif, le télétravail modéré et donc les ASA. Et puis deuxième phase depuis la rentrée où on a d'abord eu jusqu'à fin octobre une sorte de retour à la normale et puis depuis le deuxième confinement du présentiel intégral ou très prédominant pour certains personnels, hybridité présentiel distanciel pour pas mal d'autres, distanciel parfois intégral ou très prédominant pour certains autres. Voilà. Et donc,
en plus avec des personnels qui là-dedans évoluent aussi pour toute partie dans le cadre d'un télétravail réglementé et d'autres toujours dans le cadre d'un travail à distance moins formalisé. Voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui à Aix-Marseille. Donc malgré effectivement une période qui m'a pas mal maintenu le nez dans le guidon, je vais essayer de prendre un tout petit peu de recul. Alors d'abord, ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous. J'ai eu l'impression de faire voilà, de cet adage stoïcien un mantra ces derniers mois, notamment dans les échanges avec les cadres de mon équipe. Bon, bien sûr, ça s'applique autant au contexte sanitaire qu'au contexte de télétravail, mais derrière cette formule, il y a à mon sens quelque chose quand même d'assez profond, c'est que la complexité ne fait que s'accroître et ça devient une compétence à part entière, me semble-t-il, d'arriver petit à petit à faire ce type de distinguo et plus encore de pouvoir ensuite répercuter ce type de distinguo dans les équipes. Alors évidemment, télétravail, voilà, ce qui est réglementé versus travail à distance, ce qui est imposé et improvisé là, dans le cadre de la crise sanitaire. Ici aussi, c'est un distinguo que j'ai eu le sentiment d'avoir rabâché depuis des mois, mais dans lequel je me suis moi-même débattu intérieurement depuis des mois. Bon, d'ailleurs, il y a peut-être des aspects négatifs comme positifs à cette confusion potentielle. Le négatif, bien sûr, c'est que si on confond travail à distance dans ce contexte exceptionnel qu'on vit, qui a évidemment culminé pendant le premier confinement pur et dur, et le télétravail au sens réglementaire et codifié, on risque de prendre de mauvaises habitudes, de faire s'installer directement des dérives, voire renforcer les risques psychosociaux. Mais le positif toutefois, c'est que ça a sans doute permis de dégonfler certaines baudruches ou certains fantasmes qui étaient liés au télétravail quand on l'avait jamais expérimenté, et donc au final d'avoir pu faciliter une transition vers le télétravail au sens réglementaire. On s'est sans doute dit individuellement et collectivement qu'au fond c'était quand même faisable. Alors, synchrone, asynchrone et individu collectif, à mon avis, c'est deux couples en tension qu'on retrouve derrière aussi ce terme d'hybridité. Et si on n'a pas un peu présent à l'esprit ces enjeux, ces tensions au préalable avant de basculer de façon large dans le télétravail, on s'expose sans doute à un certain nombre de difficultés. Bon, parce qu'effectivement, le télétravail, ça n'est pas qu'un sujet individuel, c'est évidemment aussi, voire peut-être surtout, un sujet collectif, parce qu'évidemment, le télétravail n'est pas qu'un sujet technique qui du coup s'organise une fois pour toutes. Non, c'est une démarche organisationnelle qui fait l'objet d'ajustements et d'améliorations continues. Parce qu'évidemment, le télétravail n'est pas qu'une question liée à des outils digitaux, puisque le télétravail, en fait, c'est la mixité entre le présentiel et le distanciel, donc il y a un impact sur tous les modes de fonctionnement et donc sur le collectif dans son ensemble, y compris chez ceux qui ne télétravaillent pas. Alors cette image, c'est une des couvertures de notre guide du lecteur dans les BU d'AMU époque 2013-2014. C'est avec ce slogan d'ailleurs qu'on continue à utiliser, voilà, vos BU sur place ou à emporter, qui disent bien que ça fait des années qu'on considère que la bibliothèque, ce sont deux pans à égalité pour les usagers, la BU physique et la BU virtuelle. Et pourtant, il faut reconnaître que l'organisation des activités et du travail est plutôt, on va dire à 80% au doigt mouillé, centré autour de la BU sur place. C'est bien pour ça quand on a été physiquement fermé là, pendant le premier confinement pur et dur, qu'aucun travail n'a été possible pour une frange importante de personnel des bibliothèques, et c'était pas pour des raisons techniques, sauf à la marge, mais bien pour des raisons organisationnelles. On s'est rendu compte à la faveur de la crise sanitaire que le sens de notre métier, il était sans doute largement donné par l'ouverture physique des bibliothèques, même quand on s'occupait de services distants ou simplement même quand on avait des missions télétravaillables, et que donc quand ce pan-là de la BU sur place s'écroule, qu'est-ce qui reste malgré l'existence de la BU virtuelle et de sa myriade de services? Alors paradoxalement, ça permet peut-être d'appréhender plus positivement le télétravail, puisque déjà peut-être on se rend mieux compte que
télétravailler, déjà, ça ne signifie pas être à distance tout le temps, mais ça ne signifie pas non plus que les missions sur lesquelles on télétravaille, elles ne sont pas rendues aux usagers, y compris sur place. Bon, bien sûr, après, la difficulté, ça va être d'articuler le télétravail et le service public sur place, puisque les BU sont très largement ouvertes du matin au soir et le week-end, et que donc, il faut les faire tourner, et c'est évidemment un frein à la souplesse maximale. Et là, bien sûr, l'horreur des plannings, entre autres, peut se faire jour. En lien avec la slide précédente, voilà, il y a quand même ce sujet social massu qui s'ouvre, un sujet qui nous a aussi explosé à la figure pendant le premier confinement, puisque pendant le premier confinement, il y a eu ceux qui pouvaient travailler à distance et ceux qui ne le pouvaient pas. Mais là, c'est pouvoir au sens premier du terme, pas parce que on les y autorise pas, mais parce qu'ils n'ont pas de mission télétravaillable. Et avec le télétravail, par contre, au sens réglementaire du terme, il y a globalement quand même certains personnels, et majoritairement, ça a été dit aussi par Caroline, des agents de bibliothèque ou magasiniers, qui peuvent être actuellement soit totalement exclus, soit assez largement exclus du télétravail. Alors bien sûr, on sait que le télétravail n'est pas possible partout, pour tous, et qu'il y a certaines missions de service public et certaines activités qui ne sont pas télétravaillables. Ça, chacun le comprend, mais ce positionnement qui serait d'exclure par principe certaines catégories ou cadres d'emploi, il est évidemment pas tenable, et encore moins sur le moyen long terme. Voilà. Et donc c'est un sujet bien sûr qu'on prend à bras le corps, et qui résonne avec l'évolution de nos métiers et de nos compétences, toutes catégories confondues. Derrière ça, il y a des enjeux d'équité et d'équilibre du collectif. J'ai presque terminé, puisque je vois que mon temps est théoriquement épuisé. Cette slide, c'était aussi pour dédramatiser le télétravail, puisque si on prend le contexte d'AMU, qui à certains égards est un contexte proche aussi de Bordeaux, puisque pareil, c'est une grande université fusionnée, vous pouvez voir que plus de 200 personnels répartis sur 18 sites et 5 villes forment ce collectif de travail qui est le SCD d'AMU. Donc en fait, le travail et le management à distance, pour un certain nombre d'entre nous, c'était quand même déjà une réalité quotidienne depuis longtemps. Alors certes, c'est différent du télétravail, mais c'est vrai que dans ce contexte-là, le télétravail, il va peut-être être appréhendé de façon un peu moins neuve, et en tout cas, il va aussi permettre, le vrai télétravail, d'améliorer un certain nombre de procédures de travail, de coopération à distance, qui jusqu'ici, c'est vrai, étaient peut-être un peu moins théorisées, un peu moins conscientisées qu'elles auraient dû l'être. Il y a sans doute des opportunités aussi de mieux faire équipe, malgré les dangers potentiels liés à la fragmentation du collectif. Et cette dernière slide, voilà, c'est mon petit côté bibliothécaire prescripteur. Je trouve que ce guide-là du gouvernement télétravail et travail en présentiel est plutôt intéressant et bien fait. Et je voulais le signaler, puisque notamment la deuxième partie de ce guide, c'est ce qu'on voit sur la partie droite de la slide. En fait, ça a une vocation pratique, ça déploie des conseils, des méthodes à implémenter en équipe pour les 12 points de cette checklist, qui est structurée en 3 grandes parties thématiques. Et vous noterez, c'est intéressant de le noter, que une seule des 12 questions, la numéro 3 en l'occurrence, elle correspond au petit thème rouge qu'ils ont appelé outils et équipements, ce qui montre bien que la question centrale du télétravail, même si évidemment ça reste une question très importante, ce ne sont pas les outils et les équipements. Voilà, j'ai été très vite, mais je pense qu'on aura le temps de revenir sur certains points par la suite dans la table ronde. Merci. Merci à vous, Johan. Christophe Thorezan, êtes-vous prêt à prendre la suite? Parfait, ça fonctionne. On vous entend, on voit le document. Vous pouvez le mettre en plein écran, s'il vous plaît, ce sera plus facile de suivre. Je vais essayer ça, seulement je ne vois pas tout. Alors, attendez. Hop, c'est bon?
Parfait, merci. Alors, écoutez, je vais peut-être commencer également par présenter rapidement la médiathèque départementale et son réseau en quelques chiffres clés. Donc, nous sommes une équipe de 33 personnes réparties sur 2 sites. Donc, un site central à Clermont-Ferrand, une petite annexe à Issoire. Donc, on travaille avec un réseau de 250 bibliothèques sur le département, donc de toute taille. Ça va de points lecture à des bibliothèques structurées, à des réseaux professionnalisés. Donc, on a une collection de 230 000 documents qu'on met à disposition de ce réseau. Et on gère également un portail de ressources numériques qu'on met à disposition des habitants du Puy-de-Dôme via les réseaux partenaires. Donc, on a une activité de prêt de documents avec donc des navettes documentaires qui prêtent les documents à ce réseau. Et on a également les bibliothèques du département qui viennent dans nos locaux pour compléter leur collection. Donc, on a une activité de formation assez importante quand même, avec 50 jours de formation par an et 400 bibliothécaires formés. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Virginie Chevalier, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est responsable formation à l'AMD. On porte un projet de SIGB mutualisé avec plusieurs réseaux de notre département, donc avec 3 réseaux intercommunaux, dont un, je crois, est représenté aujourd'hui aussi. Donc, je crois que j'ai vu Julia Folcher dans les participants, je la salue également. Et on a une activité d'accompagnement, de conseil au quotidien des bibliothèques, notamment dans la période Covid. On a beaucoup échangé sur les questions donc, de protocoles sanitaires, des préconisations du ministère portées ensuite par les associations professionnelles qui d'ailleurs ont été très précieuses et sur les modalités d'accueil du public. Et donc, alors une particularité peut-être, c'est que le conseil départemental du Puy-de-Dôme donc, était quand même assez pionnier en matière de mise en place du télétravail, puisque nous avions mis en place le télétravail depuis 2008. Donc, il y a plusieurs agents du service qui télétravaillent depuis plus de 4 ans. Donc, c'est vrai qu'on a une certaine pratique, on va dire, une certaine habitude du télétravail, notamment à la médiathèque départementale qui était dans les services un peu pilotes, j'ai envie de dire, dans la collectivité. Alors, ça a été évoqué plusieurs fois, effectivement, de la distinction entre le télétravail, je mis classique, parce que nous, voilà, comme je disais, on a un peu d'antériorité, mais entre le télétravail et le travail à distance de crise, ce qu'on appelait le travail à distance de crise, nous, dans la collectivité. Et ça a été dit plusieurs fois depuis ce matin, c'est vrai que ce sont 2 choses très différentes. Donc, j'ai essayé de mettre quelques critères, c'est loin d'être exhaustif, mais qui distingue peut-être ces modalités de travail. C'est vrai que sur le télétravail tel que nous, il était mis en place dans la collectivité, donc ça fait l'objet d'une discussion entre l'agent et son responsable, notamment lors de l'entretien annuel. C'est quelque chose qu'on anticipe, quelque chose qu'on programme, qu'on discute, qu'on organise. Alors que le travail à distance de crise, pour nous tous, ça s'est imposé du jour au lendemain. On s'est dépatouillé avec ça de manière très rapide au mois de mars, dans un premier temps, à mi-mars de mémoire. Et voilà, c'est quelque chose d'assez différent. Sur les outils, du coup, c'est un impact, puisque nous, dans le télétravail, forcément, vu qu'on anticipe, on a tout un travail de mise à disposition de matériel, de connexion, qui est mise en place, alors que dans la gestion de crise, les connexions ont été attribuées au petit bonheur de la chance, en tout cas en fonction de priorités que la collectivité a mis en place, dans ce qu'on a appelé le plan de reprise de l'activité suite au premier confinement, donc au mois de mai, si je me rappelle bien, 2020, et le plan de continuité de l'activité dans lequel nous le sommes encore, puisque, comme ça a été dit, on est encore dans la situation de crise. Donc, aussi, c'est des différences donc, en termes de disponibilité des connexions et de matériel. Alors aujourd'hui, on est arrivé à des choses qui sont un peu plus stabilisées, mais bon, il y a encore des ajustements. Nous, on a 2 agents qui sont arrivés dans le service au mois de février. Bon, on attend encore que ces 2 nouvelles recrues aient tous les outils nécessaires. En termes de formalisation, oui, le télétravail, on a une charte depuis 2008. On a depuis 2 ans un outil de gestion du télétravail avec donc des contrats qui sont gérés dans un outil dédié. Donc, on valide les contrats qui sont validés par toute la chaîne hiérarchique. Donc, il y a quand même un formalisme assez important. Alors, sur le travail à distance de crise, voilà, là, forcément, là aussi, c'est allé beaucoup plus à l'essentiel avec, on a simplement cité les agents qui allaient être amenés à être en télétravail. Mais il n'y a pas eu tout ce travail de charte, de contrat, etc. Et le changement de paradigme aussi dans la prise en compte des nécessités de service, c'est qu'avant, on avait un nombre maximum de jours télétravaillés. Donc, en général, c'était 2 jours. Nous, on était plutôt à 1 jour et demi dans le service.
On avait des règles un petit peu qui étaient dans la charte qui disaient que le télétravail à la fois pouvait être utile dans l'organisation personnelle des agents, mais n'était pas non plus un outil permettant d'organiser sa garde d'enfants, qu'il y avait des motifs pour lesquels on pouvait faire revenir un agent sur un télétravail, notamment pour des réunions, pour du service public, etc. Alors que là, on est passé avec le travail à distance de crise à l'inverse, où on donne un minimum de jours à télétravailler aux agents, en disant qu'il faut au moins que vous fassiez 2 à 3 jours de télétravail pour qu'on puisse respecter le protocole sanitaire et le nombre de personnes dans les locaux, dans les bureaux, etc. Donc c'est vrai que c'est un changement assez important. Et ça a même été préconisé mis en avant pour la garde d'enfants, par exemple, à un moment donné, notamment au premier confinement. Donc voilà, on a un changement de paradigme assez fort avec voilà, un maximum qu'on donnait et maintenant c'est un minimum. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rappelle régulièrement, et notamment sur notre réseau où beaucoup de collectivités en bibliothèque territoriale n'avaient pas d'expérience de télétravail. Et pour elles, cette situation, c'était du télétravail. Et souvent, on a eu des échanges avec le réseau pour dire attention, non, le télétravail, normalement, c'est pas ça. Normalement, voilà, on a les outils, c'est organisé, c'est pas cette espèce de chaos qu'on a pu connaître à un moment donné. Et ça a été beaucoup d'échanges avec notre réseau là-dessus, puisqu'effectivement, on a des collectivités qui ont une expérience du télétravail très diverse. On a des élus qui étaient pas toujours très favorables, en tout cas il y a quelques temps. Maintenant, tout le monde s'y est un peu mis. Mais voilà, il y a quand même des situations très hétérogènes. Alors, sur les impacts dans notre organisation de cette situation de mise en place du télétravail à distance de crise, qui a été élargi, puisqu'on avait à peu près, nous, la moitié de l'équipe qui télétravaillait, et donc on est passé à un travail à distance de crise pour les 3/4 de l'équipe et de manière plus intense. Donc, ça nous a demandé d'être plus précis dans la définition de ce que sont les missions et les postes susceptibles de faire l'objet de télétravail, et ceux qui ne sont pas télétravaillables, effectivement. Donc, ça a été des échanges avec des collègues. Donc, ça a été évoqué, hein, ça peut être source de tension aussi parfois, ou source d'incompréhension. Donc, c'est des choses qu'on a pu discuter. Nous, on a une activité donc de logistique, de dessert documentaire avec des chauffeurs magasiniers, donc pour lesquels il était assez compliqué de mettre en place du télétravail. Ce n'était pas impossible. D'ailleurs, on l'a fait sur dérogation, mais bon, on a quand même tenu sur le principe que en l'état, c'était des postes qui restaient sur site. Donc voilà, c'est des échanges qu'on a eus. Globalement, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça a nécessité de prendre le temps de parler de ça et pas seulement de les informer, mais d'en discuter. Donc, on a défini aussi les missions à réaliser sur site en priorité pour les collègues qui viennent sur site. Vu que le temps sur site est contraint, il y a des priorités, effectivement, pour assurer les continuités de service. Donc, beaucoup autour de la gestion des collections pour nous. Mais voilà, on a précisé un certain nombre de choses pour les collègues aussi, quand elles venaient sur site, en priorité de faire un certain nombre de choses, le reste pouvant être fait en télétravail. Donc ça, il a fallu le mettre en place. Donc, on a aussi un planning qui est assez complexe à réaliser pour que chaque agent sache s'il vient sur site ou s'il reste en télétravail, pour respecter le protocole sanitaire, le nombre de personnes par bureau, le nombre de personnes sur le site, en fonction des bibliothèques qu'on accueille aussi. Voilà, donc ça a été une mécanique à mettre en place, hein, assez lourde. Je pense qu'on est tous passés par là. Et donc, malgré ce cadre un petit peu rigide, des dérogations possibles, effectivement, il y a certains chauffeurs qui ont pu faire une matinée de télétravail en emmenant de l'équipement de documents à domicile, avec une titreuse éventuellement, qu'ils ont emmené à domicile, parce que l'après-midi, il y avait une visio, et que nous, sur site, les conditions de connexion ne sont pas idéales, ce qui fait que quand on fait une visio sur le lieu de travail, on a souvent des problèmes techniques. Donc, je les ai incités à pouvoir faire les visios quand ils le pouvaient de chez eux, mais pour éviter un aller-retour au lieu de travail sur une demi-journée qui peut être un peu compliqué, etc. Donc, il y a certains chauffeurs qui ont pu faire une demi-journée de télétravail pour rester une journée chez eux avec de l'équipement le matin et l'après-midi, la visio. Donc, ça a été ponctuel, mais ça s'est plutôt bien passé. Et à l'inverse, des dérogations pour que des collègues qui normalement doivent venir que 2 jours sur site par semaine viennent plus parce qu'il y a nécessité. Donc, il faut réorganiser, il faut voir. Mais bon, voilà. À la fois le cadre et à la fois gérer aussi les exceptions. Je pense qu'on en est tous là. Il faut que le cadre soit clair et soit connu de tous, effectivement. Mais à la fois, il faut pouvoir faire preuve un peu de souplesse si on ne veut pas qu'il y ait des difficultés.
Donc, de la souplesse aussi dans l'organisation du temps de travail. Alors, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu, nous, dans nos pratiques, mais qu'on a pu rediscuter aussi. C'est-à-dire que vu que le nombre de jours sur site est limité, ben, peut-être que quand les gens viennent sur site, ils font des journées plus longues. Par contre, le lendemain en télétravail, peut-être qu'ils se prendront et ils commenceront la journée un peu plus tard. Donc, il y a une sorte de confiance aussi qui est à l'origine de ça. Ça peut être aussi les gens qui sont en télétravail. Moi, j'ai des collègues qui m'envoient des petits messages pour dire, bon, en début d'après-midi, j'ai une contrainte personnelle. Par contre, je travaillerai plus tard ce soir. Et voilà, donc on a ces côtés. Alors, c'est la confiance et c'est aussi l'information. Ce qu'il faut, c'est bien se mettre au courant pour éviter que quand on passe un coup de fil à un collègue à 3 heures de l'après-midi, on n'ait pas de réponse. Donc voilà, beaucoup de communication, d'information et de confiance. Donc ça a été déjà beaucoup dit, donc la mise en place de nouveaux outils, bien sûr. Alors des outils pour que, alors surtout au premier confinement, d'information pour que chacun sache un peu ce que l'autre fait, pour éviter des ruptures de liens et de l'isolement de collègues. Donc, on a mis en place des outils communs avec chacun qui renseigne sa semaine de travail, sur quoi il travaille en ce moment, pour qu'on ait ce partage d'informations. Et puis, des outils collaboratifs qu'on a testés, alors que vous connaissez tous, les suites Frama notamment, pour des groupes de travail, pour qu'ils puissent continuer de produire. Donc, beaucoup de visio, comme tout le monde. On est quasi passé en exclusive visio pour les réunions, même en petits groupes, même des réunions à 6 personnes en visio. Donc, on a testé, comme vous tous, les difficultés techniques, on a cherché le bon outil et on s'est, on a apprivoisé aussi les usages de la visioconférence, comment on intervient en visioconférence, comment on organise une réunion, comment on la prépare, comment on interagit, ce qui est loin d'être évident. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont toujours d'ailleurs en cours et sur lesquelles on a besoin de monter en compétences, ça a été dit aussi. Et on a de nouvelles modalités de contact entre collègues, bien sûr, puisque en ce moment physiquement, donc qui sont différentes selon les collègues, certains étant plus à l'aise de fixer des rendez-vous téléphoniques. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui aiment bien la messagerie instantanée, qui dès le matin se connectent dessus et échangent beaucoup au cours de la journée via chat avec les collègues. Ça peut être des points visio d'une demi-heure, ça peut être des SMS dans la journée pour se donner de l'info. Donc ça c'est beaucoup, il n'y a pas une journée sans qu'on fasse tout ça, comme vous tous. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu nouvelles dans la manière de communiquer. Alors sur les points de vigilance, moi que j'ai noté, je pense que ça recoupe pas mal tout ce qui a été dit, et notamment les rendus des ateliers qui étaient très riches tout à l'heure. La circulation d'informations, ça je pense que c'est un rôle, c'est quelque chose de très important, d'éviter donc effectivement les cloisonnements, les ruptures de liens. Donc en utilisant tous les outils possibles, j'ai envie de dire, quand même aussi des petits points informels sur site évidemment, ou des petites réunions quand on peut, mais voilà, de mobiliser tous ces outils et de veiller à ce que la circulation de l'information se fasse le mieux possible. Il y a aussi quelque chose que moi j'ai noté, c'est une accumulation de petits conflits, le mot serait fort, mais de tensions entre collègues suite à des échanges via mail notamment, pouvant être mal interprétés. Donc, beaucoup de vigilance là-dessus, sur la manière dont on communique justement. Quand on s'envoie des messages, bien mettre les formes, bien compléter par peut-être des points téléphoniques ou un petit point sur site en essayant de se fixer un rendez-vous pour éviter que des choses provoquent des difficultés, des tensions. Il y a des périodes où on était plus ou moins tous tendus dans cette gestion de crise. Donc, je pense qu'il faut être très, très attentif à ça. Et puis aussi avoir s'inquiéter beaucoup des collègues, de savoir comment ils sont mobilisés sur leur mission, s'il y a des difficultés et comment ils vivent la situation, notamment quand il y a eu des confinements. Donc, on a pour ça des liens avec la direction des ressources humaines, bien sûr. Il y a la médecine préventive qui est là. Il y a eu un dispositif de soutien psychologique qui a été mis en place par la collectivité. Donc, d'essayer d'être en veille sur des collègues qui, à un moment donné, vont être en difficulté pour des contraintes personnelles aussi parfois, dans le contexte de crise. Donc ça me paraît être des points importants, notamment pour le management, mais pas seulement, c'est-à-dire que le côté vigilance entre collègues, moi, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde qui peut dire à un moment donné, on voit qu'il
tel collègue semble en difficulté, attention. Voilà, donc c'est aussi une sorte de solidarité entre collègues importante à mettre en place. Alors, sur Christophe, oui. Donc par rapport aux compétences à développer, voilà ce que je vous propose. Hein. Donc, Caroline, Johan et Christophe, c'est sur la base de la diapositive là, que nous avons sous les yeux. Ensuite, de compléter les uns et les autres par rapport aux compétences. Ça vous convient? Johan et Caroline, que je ne vois pas. Ouais, ok. Donc oui, sur les compétences, alors pour tous les agents, ce que je m'étais noté, bon, il y a bien sûr les enjeux de maîtrise des outils, voilà, qui s'est fait beaucoup sur le tas ces derniers temps, mais qui nécessiterait des approfondissements. Les outils à la fois de base, type effectivement Visio, les documents collaboratifs, les sondages, etc., mais aussi les systèmes de suivi des compétences type LMS, etc., des systèmes plus complexes, plus complets pour la gestion de projet. Je pense que ça, c'est important. Les compétences que chacun doit développer, ça a été dit aussi, c'est l'autonomie. Donc, ça pousse à l'autonomie, bien sûr, mais l'autonomie, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, c'est comme la délégation, donc ça va avec d'ailleurs. Donc voilà, que les agents soient autonomes tout en sachant rendre compte et informer de ce qu'ils font. Mais ça, c'est des compétences qui vont devoir, pour ceux qui ne les avaient pas suffisamment développées, continuer. Ensuite, j'ai mis ce que j'appelle l'intelligence relationnelle. Bon, ça peut être dit autrement, mais c'est dans les manières d'interagir avec ces distanciations et ces communications moins fluides. Je pense qu'il y a des enjeux aussi de bien savoir communiquer, de faire passer les messages de manière explicite, de prendre en compte comment le destinataire va le recevoir. Voilà, il faut aussi, il y a des formations là-dessus, bien sûr, évidemment. Voilà, être à l'aise sur ces enjeux-là. Savoir, donc, comme je disais, être en veille un petit peu sur les difficultés éventuelles des uns et des autres. Donc ça, c'est aussi, je pense, le rôle de tout le monde. Alors, il y a un rôle spécifique de l'encadrement, évidemment, là-dessus, une responsabilité de l'encadrement, mais pas que. Je pense que c'est aussi à chacun d'avoir cette conscience, d'anticiper sur les difficultés qui se posent et d'alerter au bon moment, parce que de ne pas attendre que ce soit bloqué ou qu'on ait des situations de blocage ou assez dégradées, mais au fur et à mesure de pas. Donc, on a des alertes régulières de collègues, je vois, et ça, je trouve que c'est. Moi, je remercie toujours les collègues qui alertent, parce que parfois, ils s'excusent d'avoir alerté en disant « Ouais, désolé, je ne veux pas vous embêter », mais où ils font un mail à beaucoup de gens, et moi, je les remercie toujours, parce que c'est toujours bon signe d'alerter avant que ce soit trop tard. Christophe, je vais vous demander d'accélérer un peu pour que Caroline Lafont et Johan Berti puissent compléter l'aspect. Donc, bon, le sens du service public, ça a été dit. Auparavant, je ne m'appesantis pas. Donc voilà, pour le management, donc les enjeux, me semble-t-il, donc la question de maintenir une cohésion d'équipe dans ce contexte, pas toujours facile, donc maintenir le lien et à la fois donner un cap, donc ça va avec donner du sens pour moi, cohésion d'équipe et donner du sens, donc c'est pas toujours simple quand il y a une crise comme ça qui est longue, mais s'appuyer sur des projets structurants, ajuster les projets en cours et réussir à leur donner du sens malgré ces réajustements parfois, donner des perspectives. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est l'accompagnement au changement aussi au quotidien. Donc faire preuve d'agilité, effectivement, pouvoir s'adapter rapidement sans que ce soit, comment dire, mal vécu. Donc, c'est pas toujours simple. Et pour le management, je pense que c'est un enjeu, je disais tout à l'heure, c'est le rôle de tout le monde, mais il y a une responsabilité pour moi particulière de l'encadrement, évidemment, c'est d'avoir une attention particulière pour les agents vulnérables et fragiles. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Merci beaucoup, Christophe, tu as raison. Caroline Lafont et Johan Berti, est-ce que vous pouvez compléter sur l'aspect des compétences? On va peut-être garder les diapositives. Alors, attendez, je le remets. Merci, Christophe. Caroline? Alors, la présentation a été très complète là, sur les compétences, donc on ne peut que souscrire complètement à ce que présentait Christophe. On l'avait déjà évoqué, Johan et moi, par ailleurs, dans nos présentations. Ce sont des compétences, notamment, je pense,
à tout ce qui concerne l'adaptabilité, l'agilité, la réactivité, etc., qui sont essentielles. La question aussi de la confiance et du reporting, hein, et des modalités de ce reporting qui doit être accompagné par les N+1 est évident. Bon, il y avait peut-être une compétence qui n'apparaît pas et qui me paraît assez essentielle. Alors sans doute parce que nous traversons une période très particulière, hein, mais c'est aussi la prise de conscience ou le développement de la prise de conscience de la gestion de risque ou de la gestion de crise. Hein. Ça, c'est quelque chose, je pense notamment du côté des encadrants, dont on avait vraiment une vision assez lointaine, hein, parce qu'on n'y avait pas été forcément confronté, sauf cas exceptionnel, je dirais. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est à travailler en parfaite intelligence avec évidemment nos tutelles et nos gouvernances locales en l'occurrence. Nous, ce qui nous a, je dirais, maintenu à flot, c'est vraiment le plan de continuité d'activité qui a été élaboré au sein de l'université, auquel nous avons été intégrés d'entrée de jeu. Hein, donc, on était associés aux cellules de crise qui se sont tenues au départ de manière journalière et puis qui se sont progressivement espacées. Mais ce plan de continuité d'activité, il a été réactualisé depuis. Et c'est comme pour nous une sorte de tableau de bord, de feuille de route, en fait, qu'on va essayer je dirais, de diffuser et de faire ruisseler au sein du service, de manière à ce que justement la réactivité qu'on appelle de nos voeux, elle ne soit pas qu'un vain mot, mais qu'on la prenne vraiment en considération dans nos actions quotidiennes. Hein. C'est peut-être ce point-là, moi, que je mettrai en avant et qui doit nous occuper pendant les mois à venir. Okay. Il y a une notion, alors certainement bon, assez large, hein, mais qui peut recouvre hein, cette notion, c'est celle de manager dans l'incertitude. Complètement. Voilà. Johan Berthier, est-ce que je vous invite à poursuivre pendant 5 minutes? Ok, vous pouvez même m'appeler Johan, je ne vous en tiendrai pas rigueur. C'est pour ça que j'ai... Alors, je vais aussi chausser un tout petit peu enfin mettre ma casquette voilà, de pilote de la commission évolution des métiers et des compétences de la DBU, puisque du coup je suis membre du conseil d'administration de la DBU à ce titre, et simplement signaler, tout en remerciant du coup à travers Yves Moret qui est là, le ministère, le fait qu'on planche actuellement sur une étude sur l'évolution des métiers et des compétences, à la faveur bien sûr aussi de cette crise sanitaire qui ne fait qu'amplifier certaines tendances et qui sans doute en bouleverse certaines autres. Voilà, et c'est une étude qui sera subventionnée donc par le ministère, puisqu'on fera appel à un prestataire extérieur. Voilà, donc c'est des sujets aussi que, à la fois en tant que directeur de service, mais aussi un peu plus largement, évidemment, qui m'intéresse tout particulièrement. Ce que je constate là, que ce soit sur cette slide-là pour tous les agents ou l'autre slide que j'ai gardé en tête, qui était plutôt pour les managers, donc voilà, qui a été présenté par Christophe Thorezan, bah, c'est qu'on voit bien que là, a priori, si je lis bien, il s'agit exclusivement, là, qui sont mentionnées, de compétences comportementales, qu'on appelle aussi souvent soft skills. Voilà, donc ça déjà, c'est quelque chose qui interpelle. Alors en même temps, je dirais peut-être aussi après un mot sur les compétences métiers et les compétences donc voilà, plus hard, qui me paraissent quand même aussi impactées. Mais c'est vrai que voilà, le premier réflexe qui, je pense, nous vient à tous quand on parle télétravail ou travail à distance, c'est plutôt de mettre immédiatement l'accent, que ce soit pour les managers ou pour les non-managers, pour tout le monde, sur les soft skills, les compétences comportementales. Donc ça saute aux yeux, je pense, dans ces slides et aussi dans ce qu'a dit juste avant Caroline Lafont. Bon, si je caricaturais et que j'allais au bout du bout, on pourrait dire que d'un côté, ça paraît normal, puisque bah, si on se
se disait que toute activité qu'un agent fait en temps normal au bureau sur un ordinateur est transposable en fait en télétravail, bah, on voit bien que quelque part, c'est pas d'abord les compétences métiers, les compétences hard qui sont le plus impactées. Donc on voit que c'est en fait plutôt d'abord les façons de travailler et les interactions aussi avec les collègues ou avec les usagers dans un contexte en fait où l'hybridité entre présentiel et distanciel devient la réalité, qui sont plutôt impactés. Peut-être pour compléter un petit peu la slide précédente, en l'occurrence, qui est pour tous les agents, enfin pas la compléter, mais moi ce que je mettrais peut-être même en préambule, qui est lié quelque part aussi à l'acculturation au télétravail, ce serait peut-être même déjà avant même le télétravail, du coup pour tous les agents, bah, c'est une sorte d'autodiagnostic entre guillemets sur est-ce que je suis fait pour le télétravail, quoi. Et du coup qui nous met déjà en représentation, moi en télétravail, le télétravail à mon domicile ou bien ailleurs sur site. Du coup si c'est à mon domicile, la vie de ma famille avec moi en télétravail à la maison, le cas échéant. Voilà. Donc après aussi toute cette réflexion, je pense, sur sa propre organisation en contexte de télétravail, où contrairement au bureau, en fait, je vais fixer davantage mes propres règles, même s'il y en a évidemment d'autres qui ne sont pas fixées par moi. Et puis après, cette communication sur ma propre organisation et mes propres règles que je me fixe en télétravail, évidemment la question de l'installation dans mon espace de télétravail, et notamment si c'est chez moi et en plus que par ailleurs je vis pas seul, etc. Voilà, il y a aussi du coup, il me semble, là voilà ce qui apparaît peut-être moins clairement, donc que je peux expliciter, autour de la gestion du temps et de la gestion de son organisation, c'est anticiper aussi finalement au bureau ce qu'on va faire en télétravail, et aussi en parler avec ses collègues et son manager. Voilà, s'organiser du coup pendant la période de télétravail. Évidemment, la question du respect des équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle, et cette espèce finalement de discipline, pour que quelque part on évite les deux pièges qui seraient trop de travail ou pas assez de travail. Voilà, la mesure du temps passé sur les tâches. Donc c'est vrai que voilà, ça, pour moi là, il y aurait, ce serait peut-être ce que je pourrais un petit peu compléter par rapport à ce qui a été dit, mais qui relève donc complètement des soft skills. Voilà, donc je sais pas, j'espère qu'on pourra peut-être aussi avoir une discussion sur éventuellement les compétences métiers plus hard skills, qui à mon avis quand même sont également impactées et qu'il faut développer en lien avec le télétravail. Mais peut-être là une première réponse déjà pour rebondir directement sur ces deux slides. Merci Yann. Parce que les soft skills, elles ont toujours été présentes. Hein. Enfin, voilà, c'est pas mes skills. Là, souvent, elles étaient présentes, mais l'accent était rarement mis sur cet aspect. Aujourd'hui, ça saute aux yeux. Enfin, vraiment, c'est une évidence. Voilà. Et le croisement des soft skills et des hard skills, des savoir-faire comportementaux et des compétences métiers, on doit avoir vraiment le maillage. Le futur est tout à fait intéressant par rapport à ce sujet.